Parlons un peu d'autre chose que de toutes ces horreurs, voulez-vous ? Parlons des fleurs de pommes de terre. Parlons des fleurs d'hippomée, montant à l'assaut de ces quelques bambous récupérés qui servent de tuteurs, tout petits portiques entre les pieds de tomates et les framboisiers. De la porte ouverte, je vois cette guirlande de fleurs violettes. Et oui, parce que comme le soleil ne s'est pas vraiment levé, qu'il fait gris et que la luminosité est faible, les fleurs d'hippomée sont encore ouvertes, comme celles de chicorée. Et les petits insectes s'en donnent à cœur joie. Leurs petites pattes chargées de boulettes jaunes d'or, de ce délicieux pollen. Il y a les fleurs de la grande rose trémière, la rose pompon, qui sont en train de finir, et leurs petites capsules délicates qui renferment les graines, comme de jolies petites bourses dont on aurait entortillé le bout, vous savez. Elles contiennent des graines bien rangées, en couronne. Je les laisse mûrir encore un peu. Mais j'en ai déjà semé une capsule à la volée. Et puis il y a l'autre, la nouvelle. Elle est 3 fois plus petite, il est vrai, je ne l'ai pas arrosée d'eau dorée. Sa couleur est crème et elle est simple. Un peu comme une altea, vous savez, la mauve en arbre. Oui, tout ça c'est la même famille, mais celles-ci sont annuelles. Sa feuille est découpée comme la feuille de figuier. Son centre est pourpré et il y a un petit pistil comme une fleur d'hibiscus, au lieu d'un gros froufrou de crépon. D'une élégance discrète. Crème, oui, presque crème verdâtre, très très beau. Comme un petit œil qui me regarde de loin au potager et qui m'avait fait m'approcher. Qu'est-ce donc ? Je dois dire que je ne m'attendais pas à cette couleur-là, plutôt un rose pâle ou peut-être même un jaune soufre. Mais là on ne peut pas vraiment appeler ça du jaune. Surtout à côté des somptueuses fleurs de courgettes, jaune orangé. Mais tous les jaunes ne sont pas orangés, bien sûr. Il y a le jaune qu'on dit soufré, un jaune comme désaturé. Pâle. Enfin, il n'est pas forcément pâle en lui-même, mais sa couleur est comme décolorée, si l'on peut dire. Je parlais de la fleur de patate, enfin de pomme de terre, puisque la patate j'en ai une, mais elle n'a pas encore fleuri. Est-ce que ça fleurit seulement, ça, la patate douce? Je ne sais pas. Mais ça ressemble beaucoup à l'hippomée. Ça a l'air grimpant, quoique pas aussi grimpant, et la feuille est en forme de cœur, comme l'hippomée. Très joli, très joli. À côté de mon champ de patates miniatures, il y a un petit pied de tomate, plus tardif que les autres et moins arrosé, mais qui fleurit. Bien oui, c'est la même fleur, puisque c'est la même famille. Je suis contente. Elles ont bien poussé ces hippomées. Elles se sont bien enroulées autour des tomatiers. Elles les assujettissent bien aux petits tuteurs. Enfin, sauf pour celles qui n'ont pas eu droit au pied d'hippomée. Et je ne les ai pas semées parce que je ne les réussis jamais et que de toute façon je n'avais plus de graines. Mais j'en suis contente. J'en suis contente à double titre, à triple titre. D'abord parce que c'est efficace. Mais surtout, donc avant d'abord, parce que c'est beau. Ce violet magnétique, cette délicatesse extrême et cette floribondité particulière. Aussi parce que c'est une volubile. J'adore les plantes qui s'enroulent en spirale. Ces plantes qui m'évoquent toujours l'ondulation élégante du serpent. C'est pas que j'aime les serpents, mais je ne les déteste pas. Leurs mouvements sont d'une grâce exquise, il faut bien le reconnaître. Et puis cela me replonge dans un temps merveilleux où nous étions au jardin avec mon ami bien-aimé et que nous croyions vraiment à ce que nous faisions. Cultiver la nourriture de façon juste pour nous-mêmes et pour la terre. C'est-à-dire que nous avions abandonné les lignes droites et le connu, et donc la productivité était moindre, mais les surprises étaient extrêmes. Comme cette branche de poirier greffée sur aubépine, qui a fini par donner, quelques années plus tard, une seule branche donnant des poires. N'est-ce pas joli ? Et aussi cet immense trépied de branches de je ne sais plus quoi, où s'enroulaient les tomates.
spontanément assujettis par cette volubile exquise et colorée. Nous en avions été émerveillés, et je retrouve cet émerveillement. Est-ce uniquement le souvenir de jours meilleurs, de la présence de l'être aimé, ou est-ce aussi l'émerveillement du moment ? Que ceci a un sens profond qui nous relie à la vie. Cultiver les légumes, c'est la chose peut-être la plus juste qu'on puisse faire. Nous relier à la terre, nous émerveiller de la beauté des fleurs, être dans l'effort, et en l'occurrence, être ensemble. Alors que maintenant, nous sommes tous isolés. Nous sommes tous tout seuls. Alors que lorsqu'on est seul, on n'est pas plusieurs. Oui, parce que là, en l'occurrence, seul prendra un S. C'était ce moment de reconnexion profonde dans l'action et au quotidien. Et ceci me manque désormais. Non seulement parce que je n'en ai pas la force physique de cultiver autant, parce que là, ça pousse tout seul, je ne fais rien. Une fois que j'ai eu paillé, je n'ai presque plus rien fait. Je n'enlève pas les gourmands, Non, tout va très bien, tout est très équilibré. Je n'en ai pas vraiment la force physique, mais je n'en ai pas la force morale, parce que rien ne me semble avoir de sens. Même l'endroit où je me trouve actuellement ne m'appelle pas. Le sol me parle, mais la localisation, le manque criant d'arbres, le voisinage, j'allais dire sans aucune élévation, mais surtout ce voisinage de gens qui vivent la vie citadine à la campagne, jamais dehors, sauf pour tondre bien sûr, mais aussi le fait que tout soit à vue, qu'on ne peut pas faire un pas sans que sur ce bout de route là, tout le monde vous voit. Je me dis, si j'avais été là pendant l'enfermement, j'aurais été drôlement visible. Paradoxalement, je l'étais moins en ville. Petit réseau de ruelles, chemins dérobés, rues étroites, bref. Le manque d'arbres surtout, le manque de grands et vieux arbres. Il n'y a pas assez d'arbres. Il y a un bel érable sur mon terrain, plutôt à la limite, et bien sûr quelques beaux cerisiers et pruniers. Mais c'est pas vraiment ça que j'appelle des arbres. Vous savez, les grands arbres protecteurs, un vieux tilleul, un grand chêne, un bouquet de hêtres, un énorme pin. Parce que les fruitiers, ce sont plutôt des arbres à protéger que des arbres protecteurs, vous ne trouvez pas ? Ce sont des arbres cultivés déjà, greffés. Ils sont fragiles, ce sont des arbres domestiqués, qui n'ont été créés que pour notre confort. Ce ne sont pas vraiment les arbres sauvages. Mais ce minuscule petit jardin bien dense, il produit bien assez pour moi, entre les fleurs de courgettes que je déguste au déjeuner, ou parfois au dîner, qui me font un repas fort convenable, juste une poignée d'entre elles avec un œuf. Entre ces fleurs, disais-je, et les courgettes, que je ne dois pas trop laisser grossir sous peine de ne pas arriver à finir le plat. Et puis ces cornichons que je mange en concombre, et dont je me dis que peut-être je les ferai à la suédoise, coupés en tranches dans du vinaigre sucré. Bah oui, il faut bien trouver une manière de les conserver. Il y a le lactofermenté aussi, mais je ne le maîtrise pas et je n'ai pas ce qu'il faut en fait de peau. Entre les fleurs, les fruits et bientôt les tomates, je n'ai pas à me plaindre. Il y a aussi beaucoup de côtes de bêtes, mais je n'arrive plus à les manger. Non, en ce moment, je n'y arrive pas. Et je m'étais dit que peut-être on pouvait en faire des conserves. Vous savez, les blanchir et les mettre en pot, mais ça n'a jamais rien donné. Ou plutôt, je crois qu'il ne faut pas mettre les feuilles en conserve. Ça ne donne rien, ça s'acidifie, ça noircit, c'est très burk. Et encore, je ne les ai pas consommées longtemps après les avoir faites. Peut-être les côtes, juste. En tout cas, il n'y a quasiment que des rouges, les plus productives. Ou alors elles se réhybrident, je ne sais pas. C'est très beau. Mais je n'aime pas leur goût. Curieux, hein ? Alors non, je ne les mange pas, j'avoue, j'ai honte. Je les laisse pousser. Elles font leur cycle, je les coupe, je les fauche, elles font du paillage et de l'engrais au potager. Et puis comme ça, le sol continue à se travailler. Ce sont des plantes peu exigeantes et très belles. En tout cas, depuis bientôt 4 ans que je fais ça, le sol est toujours aussi bon, avec toutes ces bêtes qui poussent. Et que je n'ai pas au compost après. Je les laisse sur place. Oui, je parle du jardin parce que c'est ce que j'ai sous les yeux. Et c'est ce que je fais de mes mains, pourrait-on dire, ou que j'ai eu fait, avec peu de travail, il est vrai, hein, et peu de
peu de temps passé, ce que j'ai eu fait à part être devant l'écran. Et les tricots aussi, ça m'est passé. Oui, parce que j'ai fait plein de trucs, mais je n'ai pas eu la possibilité, comme je le pensais, d'aller les vendre. Le marché du village a été arrêté, déjà il y a 2 ans, je crois, je ne sais pas, je n'étais pas là. L'autre marché le plus proche, en fait, je me suis avisée que c'était pas du tout un bon endroit, si même encore j'y avais une place. Quant au marché de la ville, il est trop loin. Alors, ça a considérablement obscurci mon horizon. Donc, je me suis retrouvée avec un stock de trucs. Et j'ai eu beau faire plusieurs petites émissions consacrées à la chose, en fait, ce n'est pas la bonne méthode non plus. Alors, je me suis un peu découragée, il est vrai. Peut-être à cause de ça, peut-être à cause d'autre chose. Je n'ai plus autant envie de tricoter, machine ou main. Et puis vous avez dû comprendre depuis longtemps que je fonctionne comme ça. D'ailleurs, je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Mon frère me disait « Oui, tu fonctionnes par lubie, tu n'as que des lubies, tu ne finis jamais rien, tu foires tout ce que tu entreprends. » Oui, cette dernière chose, c'est quand on était petit, c'était pour me piquer, parce que c'était passionnel avec mon frère. Oui, c'est vrai que je fonctionne par phase, sinon par lubie. C'est vrai qu'il y a des choses que je ne finis pas, mais pas tout. Et que je foire tout ce que j'entreprends, non, je ne crois pas. Il n'y a que celui qui ne commence rien, qui ne rate rien. Mais pour apprendre, plus exactement pour s'apprendre quelque chose, sans avoir les bases, sans avoir un guide, sans avoir le mode d'emploi, on va rater plusieurs fois et finir par réussir. Ou peut-être parfois on ne finit pas par réussir parce qu'on n'a pas les clés. Mais au moins on entreprend. Chemin faisant, on apprend toujours quelque chose. Au moins on apprendra quelque chose de soi. Le potager est fleuri, mais ça ne sent pas l'été. Depuis le changement de lune, il fait froid. Enfin, le changement de lune, non, c'est demain. Je n'en sais rien. Depuis le changement de quelque chose. Du vent, une couverture nuageuse importante. Et puis on a froid, non, frais. C'est-à-dire qu'on est bien en fait. Et ma maison était presque fraîche, petit gilet, petit lainage, et dehors il fait meilleur. Enfin, il faisait. Parce que là, avec le vent, la température est bien tombée. Et la pluie, voilà qui va faire du bien. Les aubergines grossissent, les tomates aussi. Par contre, elles ont du mal à mûrir. Oui, il leur faut 18 degrés, les bougresses. Écoutez, nous verrons bien. Il y aura toujours des bêtes et des courgettes. Que dire d'autre sinon, je ne sais pas. Je ne peux que vous encourager à semer dans vos jardins, vos jardinières, sur vos balcons, même dans votre salon, s'il est suffisamment éclairé, des aromatiques. Sarriette, origan, thym, basilic. Parce qu'ils jouent leur rôle dans un déparasitage intégré au quotidien. Les huiles essentielles, c'est bien, mais il faut les acheter, il faut se les procurer. Si pour une raison ou pour une autre, Internet ne fonctionnait pas pendant un certain temps, ou vos paiements sur Internet ne fonctionnaient pas, ou quelque autre raison, vous ne pourriez plus vous fournir. Alors vous qui n'avez pas de jardin, qui n'avez pas à portée de main la garrigue pleine d'herbes odorantes et puissantes et assainissantes, peut-être pourriez-vous aussi songer à cultiver par vous-même au moins 1 ou 2 plantes, même dans un pot, parce que le tout est plus que la partie, le vivant est plus que l'extrait, même concentré. Le vivant a sa propre force et sa propre aura. Une sommité d'origan cueilli, mangé, aura toujours un rayonnement électromagnétique bien plus grand que de la plante, soumise à la vapeur et passée dans des tuyaux. Oui, parce que c'est ça l'huile essentielle. Enfin, qu'importe. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parlera jamais. Mais le contact avec la plante, la terre, la synergie plante et surtout la plante aromatique. En ce qui me concerne, la labier. J'ai toujours été attirée par la famille des labiers. Énormément attirée. Je comprends maintenant cette attirance. Déjà, ça sent bon, ça réconforte. Mais le spectre d'action de la famille des labiers, menthe poivrée, la verveine odorante, je crois que c'est aussi une labier. Non, peut-être pas. Pourtant, elle est à tige carrée. Bien, vous chercherez, tiens. Mais les lavandes, origans... Enfin, la famille des labiers, c'est une famille immense, immense et parfumée, et d'une beauté, d'une élégance. Et puis, il y a la famille des armoises.
L'artémisia, pourquoi tout le monde dit artémisia? Artémisia annua, c'est l'armoise annuelle. En français, on dit armoise, on ne dit pas artémisia. Pas plus qu'on dit artémisia vulgaris pour l'armoise commune. Armoise annuelle, armoise commune. L'armoise annuelle est plus puissante, mais l'armoise commune, vous la pratiquez ou pas? Parce que moi, je la pratiquais. Passant au bord des chemins, je cueillais les sommités que je mâchais et insalivais. C'est amer, c'est aromatique. Ça aussi, ça tue le ver. Mais dans la famille armoise, qui trouvons-nous? Nous trouvons l'estragon, nous trouvons l'absinthe maritime que mon ami suédo-danois cueillait, un petit bouquet comme ça, quelques tiges à mettre dans la vodka suédoise, l'aquavit. Ça la colore agréablement, ça la parfume fortement, et ça tue le ver. C'est ça l'agnole en fait. Enfin, ça devrait être ça. Et qui trouvons-nous d'autres? L'arquebuse ou orone mâle. C'est joli, hein? C'est beaucoup plus découpé, avec une odeur un peu huileuse, et on aromatise également de l'agnole, de la liqueur. La liqueur d'arquebuse, c'est ça. Des amers toniques, vermifuges. Cette science-là, retrouvons-la. Dans les anciens livres de cuisine, il y a une section qui est consacrée aux boissons de ménage, aux liqueurs de ménage. Et mon ami suédo-danois, lui, il avait conservé cette tradition, ces traditions familiales et suédoises. Il y a une plante qu'on ramasse en été, je ne sais pas ce que c'est une plante septentrionale que je ne connais pas et dont on aromatise de la même manière l'eau de vie. Et ça, c'est un truc traditionnel, un peu comme ici. Ah, le génépi. Ah, c'est très fort. Mais le génépi aussi, si je ne m'abuse, c'est une plante vermifuge. Donc toutes ces traditions-là, comme la chartreuse et sa vipère, etc., toutes ces traditions, elles ont une raison. Les véritables traditions culinaires, elles ont une raison. Elles ont une raison d'être. Elles sont en lien avec le lieu où nous vivons et la façon dont nous devons prendre en compte ces hôtes invisibles. Tout ce qui est aromatique aura une action désinfectante à un titre ou à un autre. Que ce soit le thym, tiens encore la famille des thym, hein, thym citron, thym ceci, thym cela, ça c'est une labier aussi. Thym, romarin, tout ça sont des plantes très puissantes. On peut en extraire les huiles en les mettant dans de l'huile, justement les huiles éthériques, en macération dans de l'huile. Une bonne huile d'olive ou une huile qui rancira moins, à consommer par ingestion ou par la peau, ou l'huile de laurier. Mais dans les choses usuelles, qui ne sont pas d'ici, mais qu'on trouve à peu près partout, le clou de girofle, la cannelle, les essences de ces plantes-là sont vermifuges, donc en huile essentielle. Bien sûr, c'est concentré, mais les huiles essentielles ne sont que la concentration des huiles éthériques qui se trouvent dans les parties concernées. Le pistil, le clou de girofle, l'écorce de la cannelle. Une nourriture très aromatique sera par définition anthelmintique, anti-vert rond. Dans la cuisine du Moyen-Âge, quoi qu'ait été le Moyen-Âge, nous trouvons ces clous de girofle, muscade, cannelle, poivre, etc., qui sont tous des vermifuges, des désinfectants intestinaux. On les trouve jusqu'en Suède avec la tradition des gâteaux au safran, mais le safran, ça vient pas de Suède. Non, cette route des épices, elle a été partout. Elle est arrivée partout. Ouais, jusqu'en Suède, ouais. C'est dire. C'est dire que peut-être on ne sait pas tout, mais que cette sagesse-là de manger épicé ou aromatique, avec cette eau de vie suédoise aromatisée d'absinthe maritime, toutes ces choses-là, l'aneth, les graines d'aneth, c'est une apiacée. Oui, il y a cette famille des apiacées qui est aussi très importante dans la désinfection intestinale, cumin, carvi. Non pas nigel, le cumin noir n'est pas du cumin. Coriandre, persil, graines de carotte, aneth, fenouil, anis vert, tout ça, ce sont des aromatiques désinfectants intestinaux. Leurs huiles essentielles sont aussi très puissantes pour la sphère intestinale. Mais plus que ça. Quand on dit intestin, on dit souvent ver sans le dire. Ces plantes se cultivent facilement. Elles sont belles. Elles portent avec elles, surtout les apiacées, une notion d'élévation. Avec les armoises, on aura l'élégance, la puissance. Avec les labiacées, les lamiers,
On aura toute la splendeur possible. Et le parfum, avec ses fleurs, souvent minuscules, mais de toute beauté. Je parle souvent des fleurs en référence à la beauté, l'épanouissement, la grâce pure du féminin. Et je parle peu du parfum, il est vrai. Pour ma mère, une fleur, c'était d'abord du parfum. Des roses qui ne sentent pas étaient indignes d'elle. D'ailleurs, elle n'utilisait comme produit de beauté que de l'eau de rose sur un coton, matin et soir, et rien d'autre. Le parfum. Le parfum, pour le coup, je ne sais pas s'il m'évoque le féminin ou s'il m'évoque plutôt l'âme, l'élévation de l'âme. L'élévation de l'âme, et tous les parfums n'élèvent pas l'âme, me direz-vous, certains sont âcres, forts. Eh bien, ces parfums qui sont forts, comme le camphre, les essences mentholées, les choses amères, la tanésie, l'absinthe froissée, tout ça, eh bien, ce sont des parfums désinfectants, des parfums amers, pourrait-on dire. L'odeur de la sauge aussi, des désinfectants puissants. Donc des parfums qui nettoient la matière. Intéressant, non ? Puisque Raspail, notre ami Raspail, l'ami du peuple et le médecin des familles, nous dit que nous pouvons nous désinfecter simplement en respirant ces cigarettes de camphre, qui ne sont pas des cigarettes mais des tuyaux par lesquels on aspire un air filtré entre guillemets par du camphre. Donc un air camphré. Respirer du camphre va tuer les parasites, les micro-parasites de nos poumons, mais également se transmettre par le sang, parce que les parasites aussi se transmettent par le sang. Il y a plusieurs façons de nous nettoyer le corps et l'âme, de nettoyer la partie éthérique de notre corps par les poumons, et par les pensées, dirais-je aussi, par les parfums, par les odeurs, par les goûts. Il nous faut rééduquer notre œil et notre oreille, bien sûr, pour ne plus nous faire violenter par ces voies-là, qui sont les accès privilégiés à notre esprit. Mais il nous faut aussi nous rééduquer l'odorat et le goût, apprécier la mer, apprécier toutes ces choses qui vont nous nettoyer, en même temps qu'elles nous nourrissent. Pour ceux qui n'ont pas été éduqués comme ça, c'est un peu difficile. Mais pour ceux qui, comme moi, ont quand même reçu une initiation familiale à une culture ancestrale par la cuisine de ménage et une cuisine, rationnelle, comme l'est l'Ayurveda par exemple, ou la cuisine crétoise, où il y a de ces épices, il y a de l'ail, de l'oignon, des piments, il y a des choses qui relèvent le goût et qui ont une fonction. Alors quand on apprend à aimer des choses qui ont une fonction de santé, que ces choses sont absolument harmonieusement intégrées à la nourriture quotidienne, ça nous donne déjà un accès privilégié à une lecture de la nature qui est plus holistique. Il n'y a pas ce qu'on aime et qui est mauvais pour la santé, forcément, et puis les choses qui sont bonnes pour la santé qu'on doit se forcer à prendre, comme des tisanes, comme manger des légumes, comme si manger des légumes était une punition. Quand je raconte à des gens que l'un des plats que faisait ma mère entre plats et condiments, parce que c'est un petit plat un peu comme un hors-d'œuvre, ou l'un des plats que je faisais, c'est des queues d'artichaut, queues et fond d'artichaut, écorce de citron et ail. Ouais, non, il n'y a rien d'autre. Mais après, le reste, c'est des épices. Un peu de paprika doux, et puis, je ne sais plus exactement, peut-être carvi coriandre, mais j'en suis pas sûre. Mais ça, c'est un plat. Ah, c'est dégueulasse, c'est amer. Mais non, c'est pas amer, c'est sucré. C'est cette saveur amère sucrée, mais pas sucre de sucre blanc. Oui, il y a de l'amer, mais l'écorce entière du citron contient des sucres, un goût sucré. Le zeste, cette partie blanche, elle est savoureuse, elle est tendre et fondante. Alors quand on a été habitué à une gamme de goûts beaucoup plus large que juste le gras sucré avec des choses dedans, des addictifs alimentaires, quand on a été habitué à autre chose que ces nourritures fades, comme il dit Raspail, il dit les nourritures fades des femmes.
marrant, hein. Je sais pas, il y avait des mœurs comme ça. Les femmes mangeaient pas assaisonné, elles mangeaient des laitages, des choses comme ça. Ça me rappelle exactement la nourriture qu'on essaie de nous faire manger. Beaucoup de gras, du sucre et du gluten ajoutés dans tout, et rien de puissant, rien d'aromatique, de véritablement aromatique. La gamme d'épices que ma mère utilisait et la gamme de goût avec des cardons, des légumes un peu forts, du cardon sauvage et les légumes du potager qui sont plus puissants. Sans parler de plantes sauvages qu'on peut ajouter à sa tambouille, ratatouille ou pot-au-feu, ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Dans Raspail, je remarque aussi qu'on lit que les enfants doivent manger la même chose que les parents. Ce qui pour moi a toujours été une évidence. Et je ne comprends pas, dans les familles, pourquoi l'enfant mange des chips et du jambon alors que les parents mangent le plat. Chez moi, passé l'âge de la bouillie, tout le monde mangeait pareil. Pas dans les mêmes quantités, bien sûr. La culture du plat unique, ce n'est pas uniquement dans l'ordinaire du repas, c'est aussi pour toute la famille. Et les enfants mangent avec les parents. C'est comme ça qu'ils apprennent à se nourrir, en mangeant la même chose qu'eux et à la même table. Oui, j'avais lu quelque chose d'intéressant à ce sujet chez France Guillain. Et moi je dis Guillain, mais peut-être c'est Guillain, je sais pas, qui disait qu'il y avait un problème avec un enfant qui refusait de se nourrir, qui n'avait pas d'appétit. Et elle se rend compte que cette petite fille, elle ne mange pas en même temps que la famille. Parce qu'elle est trop petite, elle mange sur sa chaise haute alors que la mère est occupée à courir dans tous les sens parce qu'elle est toujours en retard, parce que dans notre monde on est toujours en retard, oui, parce que les journées elles font plus que 16 heures, 18, ouais moi j'aurais dit 16, mais bon qu'importe. La mère elle court tout autour, elle fait la vaisselle, elle débarrasse la vaisselle, elle se remaquille, vous voyez, tous les trucs importants quoi. Et la petite, en fait, elle était perdue. Déjà parce qu'on ne mange pas seul. Ensuite, quand on est un tout petit bout de chou, on a besoin de quelqu'un qui vous nourrit. Manger est un acte social. Surtout quand on est un bébé. La relation avec le parent qui vous nourrit est une relation privilégiée. Un enfant a besoin d'attention pour arriver à mettre quelque chose dans sa bouche. Il a besoin aussi que ce soit important pour ses parents. Oui, mais c'est ça un enfant, un petit enfant. Il est le centre de son monde et si on ne lui marque pas qu'il est le centre de son monde, lui ce qu'il comprend c'est qu'il n'est rien, qu'il n'a aucune prise sur son monde et c'est terrifiant. Déjà il ne peut pas bouger par lui-même, coincé dans la chaise haute. Ensuite personne ne s'intéresse à lui. Donc, et France Guillain avait compris fort justement que le problème de cette petite fille n'était pas un manque d'appétit, c'était un manque de raison de vivre. Toute seule comme ça, avec la mère qui s'agite dans son dos, personne pour prendre soin d'elle, de lui apprendre à manger. Et surtout, comme une punition, elle devait manger seule. Les parents mangeaient de leur côté, en prenant plaisir. Bien sûr, c'est contraignant, un petit enfant qui mange, c'est salissant. Ça demande de l'attention, mais alors ça sert à quoi d'avoir des enfants si on ne peut pas les élever? Si on ne peut pas leur transmettre ces gestes comme nous, ils nous ont été transmis avec patience et douceur. Ah, pas tous, il est vrai. Mais est-ce que c'est pas ça, élever un enfant? Le problème est à tous les niveaux. Si les adultes de nos jours se nourrissent mal, c'est que les générations, on va dire après la mienne, n'ont pas été nourries, n'ont pas été éduquées à manger. Ouais, ils ont juste été nourris comme on nourrit les bêtes, quoi. Avec un menu spécial facile à bouffer parce que les parents étaient incapables de dire tu manges, tu finis ton assiette. N'avaient pas de temps à perdre avec un enfant qui chouine. Étaient incapables de mettre un peu d'autorité en face de la demande de limite de l'enfant. Ne l'a pas éduqué à forcer son palais à de nouvelles choses. Et du coup, on a des gens qui comme ça disent ah ouais non mais quand c'est bon, c'est que c'est pas bon. Quand c'est bon, c'est du sucre, de la glace, de l'alcool, donc c'est pas bon pour la santé. Ah bon? Mais la cuisine de ma mère, si je la regarde avec les yeux que j'ai maintenant, les connaissances que j'ai maintenant, elle était bonne pour la santé. Elle est bonne pour la santé. Et c'est un régal. Même si on retire la viande de ce type d'alimentation, elle reste délicieuse. Elle reste cohérente.
Ce sont des choses que j'ai déjà dites 1000 fois, n'est-ce pas? Mais qu'importe, la vie se recommence chaque jour. Ce n'est pas un nouveau moi qui se lève, ce n'est pas un nouveau visage, ce n'est pas... Tout n'est pas recommencé. Mais pourtant tout se recommence, oui. Chaque jour se recommence. Et puisque nous vieillissons et nous usons dans ce processus, il faut aussi mettre quelque chose en face. Vous savez que on dit qu'on perd des neurones à partir de 25-30 ans. Oui, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on gagne des dendrites. Les dendrites sont l'aspect social, l'aspect synthétique également de notre fonctionnement cérébral. Il est plus important de développer cet aspect-là que de se focaliser sur la perte des neurones, qui d'ailleurs n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On peut aussi se faire repousser les neurones, mais qu'importe, on n'est pas un mensonge près. Quand bien même ce serait vrai, l'important c'est que la ramification de ces dendrites compense très largement la perte des neurones. Chez des gens qui s'entretiennent, bien sûr. Mais à tout niveau, spirituellement, intellectuellement et physiquement, et physiologiquement qui se nettoient, parce que le vieillissement n'est qu'un encrassement. C'est aussi un encrassement dû au parasitage, une dégénérescence liée très grandement à l'action délétère des parasites. Et des pollutions sans nombre, il est vrai, mais le terrain est tout. Le terrain est aussi un terrain mental, le terrain de notre cœur. Qu'est-ce qui s'enracine dans notre cœur ? N'avons-nous pas remarqué que bon nombre de ces gens qui vivent vieux, en tout cas qui vivaient vieux, parce que je ne sais pas s'il en reste encore sur la terre, avaient aussi un rayonnement particulier de bonté et d'humilité, pas dans les mots, dans l'attitude. Nous en avons tous connu de ces gens-là. Des gens qui avaient eu une vie bien remplie. Non, pas forcément des aventuriers, peut-être juste des paysans, parce que je pense aux vieux paysans qui étaient les voisins de ma grand-mère. Des gens avec une philosophie de la vie, même s'ils n'étaient pas végans, même s'ils n'allaient pas à l'église ou je ne sais quoi. Une vraie philosophie et une ligne de conduite, même s'ils n'ont pas été des saints pendant toute leur vie. Il y avait quelque chose, une ligne de conduite, une droiture, et aussi une bonté intrinsèque qui s'exprimait par leur comportement, un rayonnement. Ces gens-là nous ont accompagnés longtemps, ils nous ont inspirés. Non, ce n'est pas la majorité, mais ils ont été là. Oh, vous allez me dire, il y a aussi des vrais affreux qui vivent longtemps parce qu'ils sont conservés et confis dans leur haine. Oui, ça existe aussi. Mais ceux-là, laissons-les à leur sort. Non, je pensais à ces gens et je me demande combien il va y en avoir dans ma génération, de ces gens qui ont une vision un peu plus loin qu'eux-mêmes, un peu plus loin que ce qui se dégrade sous leurs yeux, quelque chose de plus. Je le vois parmi vous qui êtes de la génération au-dessus de moi ou qui êtes un peu plus âgés que moi. Je vois des gens avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, une grande capacité à la remise en question. C'est donc que les épreuves de cette vie ont été profitables. Sinon les épreuves, du moins le cœur qui a traversé ces épreuves, a su voir au-delà, a su voir plus loin, a su voir la beauté et aspire à la grâce. Alors je me retourne vers mon jardin, floribond, dans cette matinée très avancée sans soleil. Je regarde les feuillages exubérants et ces petits calices violets profonds, magnétiques, qui ondulent sur leurs lianes dans le vent. Le bouquet rose de ce petit rosier, très floribond lui aussi, et que j'ai bien soigné. Les fleurs de rue en graines à présent, au-dessus de leur feuillage découpé et magnifique vert glauque. Ces fleurs, de toutes couleurs, petites et grandes. Ces fleurs très rustiques, qui vont faire tout leur cycle, jusqu'à la graine, que je me ferai un plaisir et un honneur de récupérer. Et je me dis que ceci, c'est l'une des seules choses qui me rattache à ces gens. Oui, ces gens auxquels je pense, qui avaient une ligne de conduite. Tous ceux que je connais ou que j'imagine sont des paysans, ou au moins des gens qui faisaient leur jardin. Quand on dit faire le jardin, bien sûr, dans un certain milieu, il s'agit du jardin potager, pas du jardin d'agrément, pas de tondre la pelouse. Monsieur Lacroix n'a jamais tondu une pelouse. Il n'y avait pas de pelouse, il y avait de l'herbe qu'il fauchait pour ses lapins.
Oui, des lapins enfermés, toute leur vie en prison, oui je sais. Et ils fauchaient l'herbe au pied des pêchers, le petit verger derrière le potager. Et sinon il était au potager. Madame Lacroix s'occupait des poules, chacun son travail. Elle avait aussi la charge d'une partie du potager. Le potager. Alors je me suis fait un potager qui n'est pas en ligne, un potager qui est un jardin, un petit îlot potager magnifique et fleuri. On pourrait y mettre encore bien des choses, c'est vrai. D'autres plantes. Ah, certaines n'ont pas tenu, ne se sont pas plues. Il y a du basilic, du romarin, il y a des aromatiques, mais il pourrait y en avoir bien d'autres. Certaines meurent, on les remplace. Les coquelicots ont fini leur cycle, etc. Il pourrait y en avoir bien plus. Mais déjà, là, comme ça, dans toute sa simplicité et sa petitesse, il se débrouille très bien et me nourrit d'autant. Alors nous allons le laisser prospérer tranquillement, sous ces rafales de vent, ce temps gris, ce temps de Normandie et ce vent presque marin. Nous allons profiter encore un peu de ces calices diplômés qui ne se sont pas fermés, toujours pas, de ces fleurs de chicorée toujours aussi bleues qui normalement se décolorent beaucoup plus tôt dans la journée avant de renouveler leur floraison matinale. Nous allons jeter un dernier coup d'œil à ce petit bouquet d'œillets roses, d'un rose si doux parmi les pieds de lavande que j'ai déjà récolté. Et nous allons retourner à nos sujets d'étude, beaucoup plus graves. Oui, graves, de la gravité, et qui nous mettent, il est vrai, bien souvent au bord de la nausée. Alors pour contrer cette nausée qui monte, rien de tel qu'une petite bouffée de camphre, n'est-ce pas? De lavande, de menthe poivrée. Rien de tel qu'une fragrance de n'importe laquelle de ces lamiacées bénies. Seigneur, merci de nous avoir donné les fleurs.